19h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Et il est l'heure de retrouver l'interview politique, Nathalie Lévy. Oui, quelque peu décalée à cause des bouchons, mais Aurélie Herbemont, votre invitée, est là ce soir. Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du parti La République En Marche. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Laurent Berger de la CFDT sort de Matignon. Il dit « Il y a des signes d'ouverture, mais on est très très loin d'un accord. Vous croyez à une sortie de crise ?» Oui, j'y crois, parce que je pense que la responsabilité, elle est de part et d'autre. Doit avoir des partenaires sociaux. Qui dit partenaire veut dire aussi qu'on a des propositions qui puissent être faites. Philippe Martinez nous dit que la seule proposition acceptable est de retirer le projet de réforme. Et c'est pas un projet qu'on peut espérer pour le pays. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une proposition et ça ne peut pas être un partenaire. Après, avec Laurent Berger, on a toujours su qu'il y avait des convergences. Déjà parce que la CFDT soutient un régime de retraite universel par points. Et ça, je pense que c'est important en termes de justice et de lisibilité. Et puis après, on sait qu'on doit pouvoir continuer à travailler, notamment sur la question de la pénibilité, par exemple. Et alors, on sait que la ligne rouge de la CFDT, et de l'UNSA aussi, qui est un autre syndicat réformiste, c'est l'âge pivot. Alors, Aurore Berger, il va falloir nous expliquer où on en est, parce qu'à midi, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron est disposé à des améliorations sur l'âge pivot. On se dit, l'ouverture, ça y est, on est parti. Mais le Premier ministre, cet après-midi, reparle de l'âge d'équilibre à Laurent Berger. C'est le début de la reculade sur l'âge pivot ou pas ? En fait, il suffit de reprendre le discours du Premier ministre d'il y a à peu près une semaine devant le CESE, où il dit qu'en effet, il propose un âge d'équilibre. Et il a toujours dit que ce n'était pas non plus ni un totem ni une religion. Pourquoi on propose un âge d'équilibre ? Parce qu'on est persuadé que c'est dans ce projet qu'on doit pouvoir aussi parler du financement. Présenter un nouveau système de retraite sans dire aux Français comment on le finance, c'est générer une inquiétude pour tous les Français, y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite. Or, sur les leviers de financement, il n'y en a pas beaucoup. Soit on continue à créer de la dette, soit on augmente les cotisations, donc ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour les Français et plus à sortir pour les entreprises. Et ça, le gouvernement a l'air contre. Et soit on baisse les pensions de retraite, et ça, c'est clairement moins de pouvoir d'achat, et ça n'est pas acceptable. Donc le vrai sujet qu'on a à affronter, c'est la question, à un moment, d'arriver à travailler plus dans notre pays. Ce que font déjà les Français. Ce qu'il faut peut-être, en effet, c'est est-ce que l'âge pivot doit être exactement le même pour tous, en fonction de la pénibilité des métiers, en fonction de l'âge auquel vous avez commencé. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut en effet avoir des aménagements, des améliorations de l'âge pivot. Ça peut être ça, les améliorations dont parlait l'Élysée ce matin, un âge pivot donc qui serait modulable selon l'âge auquel on a commencé à travailler, la pénibilité, ça peut être ça, la voie de passage Je pour pense que garder un âge pivot, mais qui ne soit pas le même pour tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre qui permette de garantir le financement d'un nouveau système de retraite, tout en permettant aussi de prendre en compte des métiers qui sont différents. Et de fait, on n'est pas le même qu'on a travaillé sur des chantiers, qu'on a travaillé dans un bureau. On n'est pas le même qu'on a commencé à travailler à 20 ans et qu'on a commencé à travailler à 25 ou 26 ans. Et donc, la question, c'est d'arriver à avoir un système qui est le plus juste possible. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont différentes et qui peuvent justifier, pour plus de justice justement entre les Français, et bien qu'il y ait des modulations qui existent. Donc on comprend que ça peut être ça, la sortie de crise. En tout cas, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous lui répondez quand elle dit sur l'âge pivot, qui à la base, quand le Premier ministre l'a proposé, avait l'air d'être le même pour tout le monde, 64 ans pour avoir une retraite à taux plein. Marine Le Pen dit, c'est une manœuvre, on avance quelque chose qui est inadmissible pour se donner la possibilité de la retirer et laisser passer tout le reste qui est tout autant inadmissible, mais dont on aura moins parlé. C'est ça que vous avez fait ? Bon, déjà, je pense que tout le reste, on en a beaucoup parlé. On l'a même annoncé pendant la campagne présidentielle, l'idée d'avoir un système universel, d'avoir un système par points. On a ajouté un certain nombre de choses. L'idée, par exemple, qu'il n'y ait pas de retraite inférieure à 1 000 €, j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait inacceptable. Elle parle souvent des agriculteurs, Marine Le Pen. Elle leur propose quoi ? De garder une retraite qui, pour certains d'entre eux, est à 400 ou 500 € par mois. Et puis, c'est quand même assez rigolo. Marine Le Pen est quand même entrée en politique avec son père, Jean-Marie Le Pen, qui proposait sur la retraite qu'on passe tous à 67 ans. Donc, je ne sais pas quel est le projet réel de Marine Le Pen. Je pense que le programme a vraisemblablement radicalement changé. Par contre, ce qui est une certitude avec le Front National, c'est qu'on ne sait jamais comment le financer, le programme. Parce qu'aujourd'hui, elle propose quand même une retraite à 60 ans pour tout le monde. Elle ne dit absolument pas comment elle peut financer un tel programme. Alors, vous dites que le programme du Rassemblement National a changé, mais après tout, celui d'Emmanuel Macron, on pourrait dire la même chose, parce qu'il n'était pas question de mesure d'âge dans la promesse présidentielle pendant la campagne du président. Mais il a toujours été question de responsabilité, notamment sur la question des finances publiques. Donc, on ne peut pas à un moment dire aux Français, on va changer le système, encore une fois, pour qu'il soit plus juste et plus lisible. Mais en fait, la question du financement, on la renvoie à plus tard. On verra quand on n'aura plus le choix, quand on sera au pied du mur, quand vraiment, dans un an avant, on ne saura plus financer notre système. Ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est un truc très simple, c'est qu'à partir de 2025, il y a 10 milliards d'euros par an
de déficit. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui sont déjà à la retraite ? On verra en 2025 si on peut continuer à financer vos retraites. Non, c'est maintenant qu'on doit avoir le courage de le faire. Peut-être qu'en effet, si ça n'a pas été fait avant, c'est que c'est un petit peu difficile à faire. Mais je pense qu'il faut qu'on l'assume. Alors, vous espérez un compromis avec les réformistes, sauf que la CGT, vous l'évoquiez tout à l'heure, demande un retrait pur et simple. Ça veut dire que la trêve de Noël, il y a beaucoup de cheminots CGT qui conduisent des trains. Même si vous arrivez, on n'y est pas encore, à un compromis avec l'UNSA et la CFDT. Il n'y aura pas forcément une trêve. Moi, je pense que les hommes et les femmes politiques n'ont pas à céder au chantage, en fait. Et c'est pas parce que la CGT nous essaye de nous mettre un pistolet sur la tempe en nous disant vous retirez le projet de loi ou les trains circuleront pas, qu'on doit comme ça reculer. En fait, on a des élections. C'est les élections qui décident dans notre pays des projets politiques qui doivent être menés. Elles sont des élections présidentielles, législatives, puis européennes, municipales dans quelques mois. Si Philippe Martinez veut se présenter à des élections, qu'il n'hésite pas à le faire. Et on verra si la base de son projet arrive à emporter l'adhésion des Français. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens à la SNCF qui font pas grève et qui sont convaincus aussi que les trains doivent circuler et qui sont convaincus que pour la continuité du service public, on ne doit pas empêcher les familles de se retrouver à Noël. Et je pense que ça se retournerait contre les partenaires sociaux s'ils empêchaient que les familles puissent se retrouver ce week-end. Un mot, Aurore Berger, sur Jean-Paul Delevoye. La Haute Autorité pour la Transparence saisit aujourd'hui la justice pour les omissions dans sa déclaration d'intérêt. Vous lui dites merci d'avoir démissionné avant ? Je dis surtout qu'il faut qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé. On a une haute autorité qui a été créée pour permettre plus de transparence et donc plus de confiance entre les Français et les hommes et les femmes politiques. S'il y a eu des omissions, il faut comprendre pourquoi. Il faut sanctionner si à un moment il y a eu des manquements qui ont été faits. La haute autorité est dans son rôle, comme la presse a été dans son rôle en dévoilant des choses qui n'avaient pas été dites. Alors son successeur, Laurent Pietraszewski, est très critiqué par le Rassemblement national et les Insoumis. J'ai envie de vous dire c'était attendu. Mais ça ne vous inquiète pas quand vous voyez les commentaires de la CFDT Auchan, où il a été DRH, qui parle de lui comme d'un homme hypocrite, méchant, qui licencie à tout va. Ça part mal pour ce nouveau monsieur retraite avec les syndicats. En fait, je crois qu'on a... S'il faut empêcher les hommes et les femmes politiques d'avoir une carrière professionnelle avant, il faut le dire tout de suite. Dans ces cas-là, on aura des gens qui n'auront fait que de la politique toute leur vie. Moi, ce que je sais, c'est que Laurent Pietraszewski, il a une carrière professionnelle avant, et une belle carrière professionnelle avant. Qu'il y ait des gens qui vous aiment pas parfois dans une carrière professionnelle, ça arrive. Qu'il y ait des gens qui veuillent éventuellement se venger, ça peut arriver. Ce que je sais, c'est sa compétence, c'est sa loyauté, c'est sa fiabilité sur ce dossier. Ça fait 2 ans qu'il travaillait avec Jean-Paul Delevoye, et je pense que c'était la bonne personne à être nommée sur ce poste. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été mon invitée.